Voilà, merci de... Il reste encore quelques places. Bien, merci beaucoup d'être venus à nouveau aussi nombreux assister à notre séance mensuelle, la dernière de ce premier semestre avant quelques vacances bien méritées, comme on dit. J'en profite pour glisser un mot sur le fait que si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez l'intention de le faire, ce qui sera une excellente idée, vous avez la possibilité ce soir de vous procurer la vignette pour la fête du travailleur catalan, qui a lieu à la fin du mois. N'hésitez pas, plein de gens sont là disposés à vous en mettre. Et le numéro spécial du travailleur catalan qui est sorti cette semaine, avec une présentation de l'ensemble des animations, conférences, etc., qui vous attendent pendant 2 jours sur la fête. Voilà. Donc on va venir au cœur du sujet qui ce soir est la lecture aujourd'hui de la philosophie de Karl Marx. Il n'est pas possible d'imposer une libération effective de l'homme autrement que dans le monde effectif et avec des moyens effectifs. On ne peut pas abolir l'esclavage sans la machine à vapeur. On ne peut pas abolir le servage sans améliorer l'agriculture. On ne peut tout simplement pas libérer les hommes tant qu'ils ne sont pas en mesure de se procurer à manger et à boire, un logement et des vêtements en qualité et en quantité adéquates. La libération est un acte historique, pas un acte de pensée, et elle est provoquée par des actes historiques. Cette citation est extraite des toutes premières pages de l'idéologie allemande dans la nouvelle traduction qu'en propose Jean Quétier, ici présent, aux éditions sociales dans le cadre de la grande édition Marx-Engels. Il dit cet extrait toute l'actualité de la pensée de Marx qui sera le thème central de notre rencontre de ce soir. Actualité de Marx, bien sûr. Nous sommes dans l'année du bicentenaire de sa naissance qui voit une floraison d'initiatives et de publications, pas seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde. C'est une année faste donc pour la pensée de Marx et son rayonnement. Il suffit pour s'en persuader de jeter un œil sur le site internet dédié au bicentenaire où sont annoncés et répertoriés tous les événements liés à cette célébration. C'est très simple, vous allez dans votre moteur de recherche favori, vous tapez bicentenaire Marx et ça vous enverra directement sur l'adresse de ce site très riche en informations. Actualité et jeunesse de Marx, avec son film Le jeune Marx sorti à la rentrée 2017, le réalisateur Raoul Peck avait donné le là en situant son scénario dans un contexte réel, celui d'une réactualisation de la lecture du philosophe. Nous sommes un certain nombre ici à avoir grandi dans Marx aux côtés d'Althusser et de Lucien Sève, qui avaient eux-mêmes repris le flambeau après la génération de Georges Politzer. Althusser, Sève, la veine marxiste de l'école normale supérieure ne s'est toujours pas tarie, puisque ce prestigieux établissement accueille depuis bientôt 10 ans un séminaire annuel intitulé « Lecture au pluriel de Marx ». Cette année, il était consacré entre autres au livre 2 et 3 du Capital et, en discutant avec notre invité tout à l'heure, Jean Quétier, se souvenait qu'en tant qu'ancien de l'ENS, il a été, il y a 9 ans, au début de cette initiative de ce séminaire Marx qui se poursuit toujours aujourd'hui au sein de l'établissement. Mais l'après-Althusser a commencé depuis quelque temps déjà et finalement cette année du bicentenaire constitue la vitrine d'une réalité qui se vit et se partage au quotidien, soit dans les universités, dans les colloques, dans les séminaires. À savoir un regain d'intérêt manifeste, c'est un peu facile, pour la pensée marxiste grâce aux avancées produites par une nouvelle génération de chercheurs. C'est de cette nouvelle approche de Marx que nous souhaitions rendre compte lorsqu'au sein du bureau de l'Université populaire du travailleur catalan, il a été question de consacrer une soirée à Marx pour marquer à notre manière ce bicentenaire. Il nous a en effet semblé intéressant de saisir les enjeux qui pèsent sur la lecture de Marx dans un monde contemporain que la révolution numérique bouleverse, et surtout un monde où le capitalisme mondialisé et financiarisé sape chaque jour davantage les possibilités pour l'homme de se libérer des chaînes dans lesquelles il est injustement retenu. Et pour ce faire, nous sommes à la fois honorés, bien sûr, mais surtout heureux
de recevoir, d'accueillir ce soir un jeune philosophe qui incarne cette nouvelle génération de chercheurs, qui a pris en charge avec beaucoup de lucidité et de pertinence la lecture de Marx que le monde d'aujourd'hui requiert. Jean Quétier, bonsoir. Bonsoir. Tu es agrégé de philosophie. C'est des petits... Ça va aller, ça va aller. Non, quand j'aurai fini, quand j'aurai tellement, parce que ça fait du... Voilà, ça fait du... Jean Quétier, donc, tu es agrégé de philosophie, chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Tu es toi aussi un ancien élève, on l'a dit, de l'École normale supérieure. Tu es l'auteur avec ton collègue Guillaume Fondu, agrégé de philo comme toi, et également ancien de l'ENS, de cette nouvelle traduction de l'idéologie allemande dont je viens de parler il y a un instant. Co-auteur également avec un autre de tes collègues philosophes, Florian Gully, de deux ouvrages intitulés « Découvrir Marx » et « Découvrir Engels ». Découvrir Marx et découvrir Engels dans cette toute nouvelle collection des éditions sociales qui s'intitule Les propédeutiques et que personnellement je trouve fort utile car son but est, à travers des extraits choisis, contextualisés et commentés, de mettre les pensées de ces grands philosophes révolutionnaires à la portée du plus grand nombre. Enfin, en tant que communiste, Jean, tu es aussi l'un des rédacteurs en chef de Cause Commune, la revue d'action politique du parti, dont la nouvelle formule lancée à la rentrée 2017 en est déjà à son 5e numéro. Tous les livres dont je viens de vous parler, vous pouvez vous les procurer sur la table de librairie, la très belle table de librairie qu'on vous présente ce soir, avec bien sûr les livres de Jean, mais aussi d'autres livres sur le marxisme, la revue Cause Commune, pour laquelle vous avez aussi la bibliothèque d'abonnement, parce que la revue a besoin de soutien, c'est une revue importante, n'hésitez pas à vous y abonner. Mettre la culture, les savoirs et les connaissances à la portée de tous est aussi le but de notre université populaire. Autour de Marx, nous ne pouvions donc être ce soir en meilleure compagnie. Et c'est pourquoi, cher Jean, je te cède le micro maintenant. Serge, pour ta présentation fort élogieuse, ça me met un peu la pression. Alors, je voudrais peut-être partir un petit peu de ce que tu as dit. Je continue, d'accord. Je voudrais partir peut-être de cette date 2018, hein, de ce bicentenaire de Marx et de ce qu'il représente finalement pour nous aujourd'hui avec 200 ans de distance. Je trouve assez intéressant qu'on célèbre aujourd'hui le bicentenaire de Marx parce que cette célébration, je dirais, n'avait rien d'évident il y a encore une grosse dizaine d'années. Ça n'avait rien d'évident qu'on s'intéresse comme ça à Marx, si on se souvient de la conjoncture des années 90 par exemple. C'est une conjoncture où on parlait beaucoup de fin de l'histoire, où on nous a dit que Marx était mort. Bon, effectivement, il est mort en 1883, mais il serait mort pour l'histoire. Bon. Et puis, il s'est passé quelque chose au milieu des années 2000, et notamment avec la crise financière de 2008. Hein, il y a eu cette idée qu'au fond, un retour à Marx était envisageable parce que ce qu'on nous avait présenté comme la fin de l'histoire, c'est-à-dire un capitalisme triomphant et sans alternative, s'avérait finalement beaucoup plus fragile que ce qu'on voulait bien dire. Et on a vu depuis, voilà, je dirais une dizaine d'années, revenir la pensée de Marx sur le devant de la scène. Et je dirais que ce retour à Marx s'est fait de manière très différente. C'est-à-dire qu'il a été revendiqué d'abord peut-être comme analyste des crises du capitalisme. C'est peut-être ce qui a été le plus mis en avant depuis une dizaine d'années. Et c'est à partir de ce retour-là que des récupérations diverses et variées ont été possibles. Hein. Il y a
encore quelque temps, une grande banque, la banque Natixis, n'hésitait pas, par la voix d'un de ses représentants, Patrick Artus, à dire que finalement, les analyses de Marx se vérifiaient et que, bon, voilà, la crise du capitalisme était présente. Donc, on pouvait avoir l'impression, avec ce type finalement de retour à Marx, de ce discours tout à fait récupérable, que bon, Marx était devenu un petit peu inoffensif, parce que finalement on pouvait le récupérer de tous côtés. Le dernier avatar de cette récupération, c'était hier, je crois, où une membre du gouvernement, Madame Schiappa, n'a pas hésité à vanter les dérives de la politique du gouvernement en se plaçant sous les auspices d'une phrase de Marx, hein, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Alors ça peut faire rire, mais je pense que ça s'inscrit un peu dans ce même mouvement finalement. C'est parce que d'abord il y a eu cette situation finalement où le capitalisme s'est retrouvé en difficulté depuis une dizaine d'années, que des retours de toutes sortes ont été possibles. Alors évidemment, ça nous fait un petit peu rire toujours ce type de récupération, mais je pense que c'est symptomatique au moins de quelque chose qui doit nous interpeller, c'est que la pensée de Marx est devenue un peu inévitable. Et ça c'est quelque chose, je pense, d'intéressant. La question évidemment qui se pose, c'est comment est-ce qu'on sépare, je dirais, le bon grain de l'ivraie dans cette affaire, et comment, quel Marx on cherche à mettre en avant. Et je ferai le lien peut-être avec un autre élément que tu évoquais dans ton introduction, qui est ce film de Raoul Peck qui est sorti l'année dernière, et qui me paraît avoir un double intérêt pour aborder un petit peu ce nouveau retour, enfin ces nouvelles approches plutôt de la pensée de Marx. C'est que dans ce film de Raoul Peck, alors je crois que j'ai vu dans Le Travailleur catalan que vous l'aviez projeté il y a quelque temps, dans le Parlement, peut-être que certaines et certains d'entre vous l'ont vu. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est d'une part que la dimension politique de la pensée de Marx y est très nette et très affirmée. Et évidemment, à partir du moment où on rentre dans le dur, si j'ose dire, de sa pensée politique, pas simplement dans ses analyses des contradictions du capitalisme, la récupération devient déjà un peu plus difficile. Disons, la récupération malhonnête. Et d'autre part, il y a évidemment un intérêt, c'est l'approche biographique qui est proposée par Raoul Peck, parce que ça resitue la pensée de Marx dans un parcours de vie et dans un parcours qui est un parcours militant. Et là aussi, évidemment, c'est plus compliqué après de pouvoir le tirer dans un sens ou dans un autre, à partir du moment où on s'intéresse un petit peu de près à son parcours. Et c'est pour cette raison que je vais commencer, avant de peut-être d'aborder, ou en tout cas, ça va me donner, je ne sais pas si c'est un détour, mais enfin une voie d'accès pour aborder un certain nombre d'enjeux qui me paraissent être des enjeux d'actualité de la pensée de Marx. Je voudrais partir finalement de son parcours personnel, parce que je pense qu'on comprend mieux les choses si on resitue un petit peu son parcours. Donc, bicentenaire, Marx est né en 1818, il est né à Trèves, qui est une ville de Rhénanie, qui est située sur les bords de la Moselle, c'est tout près du Luxembourg, si vous voulez. Et c'est important de signaler que Marx est né à Trèves et par ailleurs en Allemagne, parce que Trèves fait partie de ces régions qui, à la suite de la Révolution française et sous l'Empire, ont été des régions françaises. Et si
ces régions étaient des régions françaises. Alors c'était un petit peu avant la naissance de Marx, mais ça a beaucoup marqué notamment son père. Ça veut dire que c'est un territoire qui a été très marqué par les idées révolutionnaires. Et Marx, c'est quelqu'un qui a grandi, notamment par son père, hein, dans un environnement familial qui était déjà marqué par la pensée des Lumières et par les idées de la Révolution française. Ce qui a son importance, si on compare évidemment avec les autres, je dirais, le reste des régions prussiennes et toute une partie de l'Allemagne qui était encore, au fond, très en retard sur le développement des idées libérales au sens positif du terme, c'est-à-dire de la bourgeoisie qui luttait contre les vieilles structures de l'Ancien Régime. Et donc, Marx naît dans cet environnement-là, il grandit dans un milieu bourgeois qui lui permet, son père exerçait un métier d'avocat, qui lui permet d'accéder dans un premier temps, à des études. Il va suivre d'abord des études de droit à l'université de Bonn, puis à l'université de Berlin. Et bon, ça ne va pas l'intéresser beaucoup. Enfin, il va rapidement se tourner vers autre chose. Alors, il hésite un peu. D'abord, il a l'ambition, autour de 1835-37, de faire une carrière de poète. Hein. Vous savez qu'il y avait un petit livre sur les poésies de Marx sur la table. Parce que c'est vrai on ne le sait pas forcément, mais bon, dans sa jeunesse, il a écrit un certain nombre de poèmes. Certains ont été publiés d'ailleurs. Bref, c'est anecdotique, mais ce qui va surtout marquer son parcours, parce que c'est quelqu'un qui donc, commence par suivre des études, je disais, de droit, et puis il va progressivement s'orienter vers une autre discipline, qui est la philosophie. Et ça va jouer un rôle évidemment très important, même si l'œuvre de Marx n'est pas une œuvre, on va dire, strictement ou uniquement philosophique, puisque, bien sûr, il va s'intéresser à tout un tas d'autres domaines, que ce soit l'économie ou l'histoire, pour les plus célèbres d'entre eux, mais il y a toujours cette dimension philosophique qui va irriguer son œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsque Marx entre en philosophie, d'une certaine manière, c'est à l'université de Berlin, à la fin des années 1830, et l'université de Berlin, l'université allemande en général d'ailleurs, est alors marquée assez fortement et de manière contradictoire par l'héritage d'un philosophe en particulier qui, à ce moment-là, est mort il y a quelques années, en 1831, c'est Hegel. Alors, je n'ai pas évidemment ici la possibilité de résumer cette pensée, qui est une pensée extrêmement complexe, la pensée de Hegel, mais disons que Hegel, pour le dire très simplement, est célèbre notamment par ce qu'on appelle la dialectique, hein, pour ses analyses sur la dialectique et sur l'idée que la dialectique, au fond, c'est l'idée que l'histoire est, de manière générale, la réalité est traversée par des contradictions et que c'est le dépassement de ces contradictions qui permet, d'une certaine manière, alors, Hegel appelle ça l'esprit parce qu'il a une vision, qu'on pourrait dire, de manière rapide, idéaliste. C'est le passage par des contradictions et le dépassement de ces contradictions qui permet de faire avancer l'histoire chez Hegel, ça se manifeste dans tout un tas d'autres domaines, parce que c'est une logique qui est à l'œuvre dans l'ensemble de la réalité, mais ça c'est quelque chose,
qui va beaucoup intéresser Marx, hein, et qui va lui permettre de ne pas avoir, si vous voulez, une approche figée, mais plutôt une approche dynamique. Alors, ça c'est je dirais, le milieu dans lequel Marx évolue à la fin des années 1830, début des années 1840. Il fait d'abord un parcours de philosophe. Et ça se traduit de manière institutionnelle. Hein, il rédige, on peut dire classiquement, une thèse de doctorat de philosophie. 1841, il fait une thèse de philosophie antique, très marquée par la philosophie hegelienne, mais une thèse de philosophie antique sur Démocrite et Épicure, sur le matérialisme antique. Et il fait cette thèse-là en 1841 dans ce qu'il connaît. Alors il s'intéresse à la question du matérialisme déjà, je vais y revenir un petit peu. Il fréquente tout un milieu qui est très marqué par la pensée de Hegel, qu'on appelle les milieux jeunes hegeliens. Ce sont des gens qu'on connaît plus trop aujourd'hui, parce qu'ils ont moins marqué, disons, l'histoire de la philosophie que quelqu'un comme Hegel, bien sûr, mais ce sont des gens qui, à partir de la pensée de Hegel, vont chercher à partir de ce qu'il a laissé, d'une certaine manière, à radicaliser sa pensée dans deux directions. D'une part, en direction d'une critique politique, parce que l'Allemagne de l'époque, la Prusse de l'époque, parce que l'Allemagne n'est pas encore unifiée, hein, la Prusse de l'époque, c'est une monarchie qui n'est même pas une monarchie constitutionnelle, hein, puisque successivement les différents rois, d'abord Frédéric Guillaume III, puis Frédéric Guillaume IV, qui lui succède, ont promis une constitution, puis ils n'ont jamais accordé. Alors, c'est de ce point de vue-là, même si on compare à la situation française d'après la Révolution de Juillet, hein, c'est une situation qui est très, très en retard, très ancien régime. C'est vraiment la vieille Europe du Congrès de Vienne, l'Europe qui s'est construite contre la Révolution française dans une optique de restauration. Et de ce point de vue-là, certains, notamment certains théologiens et philosophes, cherchent à utiliser la pensée de Hegel pour la tourner de manière très critique contre l'ordre existant. Et l'autre aspect, qui est un aspect qui va aussi intéresser Marx, c'est qu'ils vont essayer d'utiliser aussi la pensée de Hegel pour critiquer la religion. C'est critique de la politique et critique de la religion qui vont de pair à ce moment-là. C'est un aspect qui va beaucoup intéresser Marx, et c'est ce qu'il va chercher notamment du côté du matérialisme antique à l'époque, hein, du côté d'Épicure notamment, c'est à bien réinvestir ces questions-là. Alors 1841, donc il rédige sa thèse, il ne la soutient pas directement, mais il l'envoie à l'université de Iéna, hein, et il obtient le titre de docteur en philosophie, mais les choses sont déjà un petit peu compromises pour lui, parce qu'il est, par ses liens avec ce milieu que j'évoquais, assez critique à l'égard de la situation politique et religieuse de l'époque. Il est identifié comme un opposant, et il sait déjà qu'il n'aura pas de possibilité de faire carrière dans l'université. C'est évidemment quelque chose qui ne s'offre pas à lui. Et c'est ce qui va le conduire, d'ailleurs, d'une certaine manière, à choisir une autre voie. Il a d'abord un parcours académique, et il va ensuite s'installer à Cologne au début des années 1840, et il va exercer une activité de journaliste. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, parce qu'on oublie parfois un peu cet aspect-là de la vie de Marx, mais qui est quand même un aspect extrêmement conséquent du point de vue de sa production intellectuelle. L'activité de journaliste de Marx est quelque chose de très important, et c'est autour d'un journal qui s'appelle la Gazette rhénane, hein,
qu'il dirige à Cologne, autour de 1842-43, qu'il va un peu exercer sa plume et commencer à publier ses premiers textes, et ses premiers textes critiques, notamment... alors, à ce moment-là, Marx, on ne peut pas dire qu'il est déjà sur des positions communistes. C'est quelqu'un qui est, on va dire, un démocrate radical, libéral. Mais justement, par son activité de journaliste, il va commencer à s'intéresser, comme il le dit, hein, aux problématiques matérielles, concrètes, et aux questions sociales, pour le dire rapidement. Et c'est à partir de ce moment-là, autour de 1842-43, que Marx commence à s'intéresser à ces questions. Seulement, la situation est compliquée. En plus, la succession, Frédéric Guillaume IV succède Frédéric Guillaume III sur le trône de Prusse, et il serre encore plus la vis, si j'ose dire. Et le journal, hein, donc la Gazette rhénane, va être censuré, interdit, et Marx ne va plus pouvoir exercer en Prusse son activité, et ça va le conduire à faire un choix qui est de partir, de quitter l'Allemagne, et il va quitter l'Allemagne pour aller en France. Et il va passer à peu près toute l'année 1844 en France, et pas n'importe où, à Paris. Et c'est à Paris, au fond, pendant l'année 1844, que eh bien, les idées de Marx vont évoluer et vont se constituer. Parce qu'à Paris, il va faire un certain nombre de rencontres qui sont absolument décisives. D'une part, il va rencontrer, pour la première fois, des militants ouvriers, socialistes, notamment issus de l'immigration allemande, beaucoup. Il y a beaucoup d'Allemands à Paris à ce moment-là, qui sont des exilés pour un certain nombre. Paris apparaît comme un lieu beaucoup plus libre de ce point de vue que ne peut l'être l'Allemagne. Et à Paris, non seulement il va rencontrer ces militants-là, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important dans son parcours, mais il va aussi rencontrer quelqu'un qui va jouer un rôle important dans son parcours théorique et personnel, parce qu'il va écrire avec lui beaucoup de textes, c'est Friedrich Engels. Hein, il le rencontre à Paris en 1844, et Engels est quelqu'un qui a un parcours un petit peu différent de celui de Marx. Engels est un tout petit peu plus jeune que Marx, il est né en 1820. Il est le fils d'un industriel important, de l'industrie textile, propriétaire de plusieurs usines, du côté de l'actuel Wuppertal en Allemagne, mais aussi en Angleterre, et pas n'importe où en Angleterre, à Manchester, qui est un petit peu le cœur battant du capitalisme britannique qui est en train de se développer de manière tout à fait impressionnante. Et par ce biais-là, Engels, c'est pas quelqu'un qui va avoir un parcours comme Marx, avec des études longues de philosophie. Il suit quelques cours à Berlin à un moment donné, mais grosso modo, il n'a pas ce parcours-là. En revanche, il a quelque chose disons, qu'il peut apporter à Marx, c'est une connaissance, parce qu'il va aller à Manchester travailler avec son père dans cette usine, et il va découvrir le milieu ouvrier et ce qui se passe dans les usines de ce capitalisme qui est en train de se mettre en place. Et ça va donner lieu d'ailleurs à la publication d'un texte extrêmement important d'Engels, qui s'appelle « La situation de la classe laborieuse en Angleterre », qui fera paraître en 1845, et qui décrit, qui est une des premières enquêtes sur les effets de la production capitaliste sur les ouvriers. Hein. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que Marx va découvrir avec beaucoup d'intérêt.
à cela s'ajoute le fait qu'Engels est déjà un petit peu avant Marx, a commencé à s'intéresser aux travaux des économistes classiques notamment, des économistes libéraux comme Smith, Ricardo, et ça va jouer un rôle très important. Donc cette rencontre, de ce point de vue-là, avec Engels, est aussi un événement important pour Marx. Et c'est à Paris que Marx commence, donc il commence à développer sa propre approche du communisme à ce moment-là, et il s'intéresse aux travaux des économistes et à la question finalement du travail. C'est là qu'il commence à développer à Paris, notamment dans des manuscrits qui seront ensuite publiés bien après la mort de Marx, qui s'appellent en général les manuscrits de 1844, parce qu'il les a écrits à ce moment-là à Paris. Et c'est là qu'il développe ses premières analyses de l'aliénation dans le travail, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui va jouer un rôle assez important dans son œuvre. Alors, il n'y reste pas à Paris parce que, même si la situation est un petit peu plus favorable qu'elle ne l'est en Prusse, elle est quand même assez compliquée. Et ce qu'il publie, commence à publier des textes, ne plaît pas au gouvernement français, et puis le gouvernement français reçoit des pressions un petit peu aussi du roi de Prusse, Guizot finit par faire expulser Marx du territoire français au début de l'année 1845, donc rebelote. Et je dis rebelote parce que ça ne va pas s'arrêter. Hein. La vie de Marx, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que Marx n'est pas quelqu'un qui va avoir un parcours, d'intellectuel au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va être ballotté sans cesse, qui va avoir un parcours d'exilé, qui va connaître, j'y reviendrai peut-être, à Londres, la misère aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler pour comprendre un petit peu son parcours. Alors il se retrouve à aller à Bruxelles, il va rester un certain temps, et c'est là, avec Engels notamment, qu'il va rédiger un texte qui a été cité tout à l'heure, on appelle l'idéologie allemande. Et l'idéologie allemande, c'est un texte important, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que, au fond, il présente pour la première fois ce qu'on peut appeler la conception matérialiste de l'histoire de Marx. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette conception matérialiste de l'histoire? On pourra en rediscuter, mais j'avais déjà dit que Marx s'était intéressé au matérialisme antique quand il faisait sa thèse de philosophie, parce que le matérialisme est une vieille position philosophique, c'est pas Marx qui invente ça, c'est une position très ancienne, cette idée de la primauté finalement de la matière sur l'esprit, si l'on veut, que ce soit les variantes qui ont pu être développées au cours de l'histoire de la philosophie, mais ce qui intéresse Marx, c'est d'allier une approche matérialiste à une analyse de l'histoire. Ça, c'est quelque chose d'important et qu'on pouvait sentir un petit peu dans la citation que tu as donnée en introduction. C'est l'idée, au fond, que pour comprendre les grandes évolutions historiques, eh bien, il faut d'abord partir de la production. Il faut partir de la production de la vie humaine, de la reproduction de la vie humaine, de la possibilité de boire, de manger, de se vêtir, etc. Et des conditions de production. Et c'est à partir de cette approche qui ancre finalement l'histoire dans l'économie, dans la production, que Marx va chercher à dépasser ou les approches qu'on pourrait dire idéalistes de l'histoire, qui vont partir soit des représentations que les acteurs se font d'eux-mêmes, ou qui vont partir d'abord des idées sans les relier à la production, à leurs conditions d'émergence, conditions de production, etc.
Donc ça c'est un petit peu l'apport, on va dire, peut-être le plus intéressant de ce que Marx et Engels développent dans l'idéologie allemande. Et alors, donc je disais qu'ils sont, Marx se retrouve à ce moment-là à Bruxelles, et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans cette même période que Marx va essayer de constituer pour la première fois ce qui va être d'abord une sorte de réseau, de comité de correspondance entre les différents militants ouvriers, communistes sur le continent européen. D'abord à Bruxelles, il essaie de fonder un comité de correspondance communiste. Et puis il va chercher progressivement à organiser le mouvement ouvrier. Et ça c'est quelque chose qui va avoir une importance tout au long de son parcours. Alors ça va donner lieu concrètement en 1847 à ce que Marx et Engels rejoignent une organisation qui a d'abord été une sorte de société secrète qui s'appelle la Ligue des Justes, un peu héritée du babouvisme, c'est-à-dire de l'aile la plus sociale, la plus radicale de la Révolution française, et qui se transforme, et qu'il contribue d'ailleurs à transformer, Marx et Engels eux-mêmes, en Ligue des communistes en 1847. Et c'est à travers cette Ligue des communistes que finalement Marx et Engels vont rédiger un texte qui est extrêmement célèbre, qui est le manifeste du Parti communiste, qui va d'abord apparaître comme le programme ou le texte, la déclaration de principe, si vous voulez, de cette organisation, de la Ligue des communistes. Alors évidemment, le manifeste du Parti communiste, c'est un texte tout à fait central, pour différentes raisons, mais peut-être fondamentalement parce qu'il énonce cette idée que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte des classes. Donc que ce qui a été, ce que j'évoquais à propos de l'idéologie allemande, à savoir l'idée que l'histoire est compréhensible à partir de la production matérielle, mais aussi que cette production matérielle est traversée par des contradictions. Et donc là, il y a aussi des choses qui lui reviennent et qui le met en application de ce qu'il a pris du côté de Hegel, de la pensée de Hegel, et que c'est cette contradiction, cette lutte, qui va, au fond, expliquer les grands mouvements historiques. L'idée que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe, c'est l'idée que la production se comprend à partir de rapports de production, et que ces rapports de production sont caractérisés par des positions antagonistes, ce qu'on va appeler des classes sociales. Parce que, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais cette idée la définition même que Marx donne de ce qu'est une classe sociale, elle est incompréhensible si on ne la ramène pas précisément à sa compréhension des rapports de production. C'est-à-dire que les classes sociales, elles ne se définissent pas simplement par des niveaux de revenus, ce n'est pas simplement les riches et les pauvres, mais elles se définissent par des rapports d'exploitation, et donc par l'idée que une partie de la société est en mesure de faire travailler une autre partie de la société à son profit et de manière en partie gratuite. C'est ça qui fait que Marx ne va pas avoir une approche statique, mais qu'il va ancrer les luttes dans cette dynamique même de la production. Et donc il va essayer de comprendre, à partir de ce fil conducteur qu'est la lutte des classes, comment on passe d'un mode de production à un autre. Par exemple, dans l'Antiquité, pour le dire rapidement, on avait un mode de production esclavagiste, avec des propriétaires d'esclaves et des esclaves
qui travaillaient gratuitement pour eux. On a d'autres rapports de production au Moyen-Âge avec le féodalisme. Le capitalisme se définit encore par d'autres types de rapports de production. Et comme ça n'est pas la fin de l'histoire, eh bien on peut envisager d'aller vers une société qui, cette fois, sera une société sans classe, qui permettra de mettre un terme à cette lutte de classe. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important que Marx et Engels vont développer dans le manifeste du Parti communiste. Le manifeste du Parti communiste, donc, il est publié en 1848, au tout début de l'année, et bon, il a une diffusion qui est d'abord assez confidentielle, hein, ça deviendra par la suite le livre politique le plus lu dans le monde, mais ça sera au XXe siècle. Ça reste un texte assez confidentiel, mais il y a une sorte de coïncidence heureuse, si l'on veut, c'est que quelques jours après sa parution, eh bien, l'Europe entière bouillonne, parce que c'est les grands mouvements révolutionnaires de 1848, ce qu'on appelle le printemps des peuples en Europe. Ça commence en France, hein, puisque Louis-Philippe se retrouve dehors. Et puis ça se poursuit, notamment au mois de mars, hein, d'abord en février en France, puis au mois de mars en Allemagne, et puis un peu partout en Europe. Il y a un véritable bouillonnement révolutionnaire. Et Marx et Engels vont tout de suite essayer de saisir la balle au bond. Hein, et donc Marx revient en Allemagne, hein, il retourne à Cologne, il essaye de refonder le journal qu'il avait animé, disait en 1842-43, hein, la Gazette rhénane, et là il crée la nouvelle Gazette rhénane, sur des positions qui sont un petit peu différentes, puisqu'il voit là vraiment un organe au service de ce mouvement révolutionnaire qui est en train de se produire, et il voit un moyen de diffuser aussi les idées de la Ligue des communistes. Hein. Et il va prendre donc de ce point de vue-là une part active à ce bouillonnement révolutionnaire. Engels va même y prendre une part active au sens strict du terme, hein, même sur le plan militaire, puisque Engels va participer à des batailles, notamment dans le Bade en 1849, où il va lui-même affronter les troupes contre-révolutionnaires. Donc c'est un moment assez intéressant de leur parcours. Et évidemment, bon, ça va durer le temps que durera la phase révolutionnaire, hein, puisque toute l'année 1848 est marquée par ce bouillonnement, mais les choses se passent pas aussi bien que prévu. Déjà, en France, à partir du mois de juin 1848, les choses sont plus compliquées, hein, puisque la dimension la plus sociale, on va dire, de la Révolution est écrasée. Hein, les journées de juin 1848, où les ouvriers parisiens se soulèvent, sont fortement réprimées. Et un peu partout en Europe, la parenthèse révolutionnaire va se refermer. Grosso modo, en 1849, les choses sont à peu près terminées. Mais il s'est quand même passé des choses, et Marx va s'intéresser à essayer d'analyser un certain nombre de phénomènes qui se passent pendant cette révolution. Il y en a un qui va l'intéresser beaucoup du côté de la France, parce que Marx va être un observateur, aussi parce que la révolution de 48 en France est peut-être déjà celle qui va durer d'une certaine manière le plus longtemps, parce que la Deuxième République dure quand même 3 ans. Voilà, donc il y a des choses qui se passent un petit peu. Et alors, évidemment, il y a un phénomène qui l'intéresse, c'est que en 1848, en décembre 1848, eh bien, il y a la première élection présidentielle en France au suffrage universel, et elle donne lieu à l'élection très massive de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, qui est le futur Napoléon III, celui qui fera
le coup d'État du 2 décembre 1851. Et ce qui va intéresser Marx, c'est ce phénomène un petit peu césariste de personnalisation, et il va essayer d'en faire la critique, et il va essayer de comprendre aussi comment, à partir des idées, à partir d'une certaine manière de l'image qu'avait encore Napoléon Ier dans la société française, notamment du côté de la paysannerie, comment eh bien, la phase de reflux de la Révolution peut s'expliquer d'une certaine manière. Hein. Comment une pensée et des idées qui sont en quelque sorte à contretemps, en retard par rapport au mouvement de l'histoire, peuvent à un moment donné s'imposer parce que, eh bien, c'est pas parce qu'on développe une conception matérialiste qui donne en quelque sorte la primauté à ce qui se passe du côté de la production. Et ce qui se passe du côté de la production, ça ne fait pas signe vers le passé, ça fait signe plutôt vers l'avenir. C'est pas pour autant que les idées, bien, elles n'ont pas une certaine pesanteur, hein, d'une certaine manière, et c'est ce qui explique que eh bien, les vieilles idées bonapartistes, d'une certaine manière, aient réussi à se maintenir plus longtemps, finalement, que ce qu'elles auraient dû. Donc il y a des analyses intéressantes de ce côté-là. Alors, 1849, Marx est de nouveau contraint de partir, hein, et là il va aller en Angleterre, et il va s'installer à Londres, d'où d'ailleurs il ne repartira plus, hein, parce que Londres, à ce moment-là, a été épargné d'une certaine manière par le bouleversement révolutionnaire. L'Angleterre est très en avance sur le développement économique, mais a une vie politique beaucoup plus calme que le continent européen. Et à Londres, grosso modo, vous êtes à peu près toléré et vous pouvez dire un peu ce que vous voulez. Et Marx va y trouver un refuge compliqué parce que c'est une vie, ça va être une vie très difficile, la vie à Londres, ne serait-ce que pour des raisons financières, et notamment les années 1850 sont particulièrement difficiles pour Marx, même si Engels lui apporte un soutien, notamment financier, qui est un soutien important, mais Marx va vivre dans des conditions assez précaires, il va perdre plusieurs enfants en bas âge, ça va être une période très difficile, on a des témoignages même, lorsqu'un de ses enfants meurt, Jenny Marx, la femme de Marx, dit qu'ils n'ont même pas l'argent pour payer un cercueil pour l'enfant, enfin, c'est assez sordide. Mais l'exil londonien, d'une certaine manière, a ses compensations. C'est que c'est une période de reflux révolutionnaire, mais c'est aussi une période qui permet à Marx de développer ses travaux théoriques. C'est une période, notamment voilà, la période qui s'ouvre à partir des années 1850, Marx a accès à une bibliothèque qui est une bibliothèque assez impressionnante, qui est la bibliothèque du British Museum. Et là, il va lire les économistes, il va s'atteler à une tâche de critique de l'économie politique, de critique non seulement des résultats, mais même des catégories utilisées par les économistes classiques. Hein. Je citais tout à l'heure Smith et Ricardo, par exemple. Et c'est évidemment à partir de ce travail que eh bien, Marx va rédiger ce qui va devenir son œuvre majeure, hein, l'autre œuvre peut-être la plus célèbre avec le manifeste du Parti communiste, qui est le Capital, dont il n'achèvera d'ailleurs que le premier livre, hein, qu'il publiera en 1867, mais les autres livres, eh bien, Engels cherchera après sa mort à les mettre en forme, notamment le livre 2 et 3, mais il y a tout un tas de manuscrits une quantité assez impressionnante, et c'est assez intéressant
parmi les travaux justement qui sont menés aujourd'hui par les chercheurs qui travaillent sur Marx, comme on a accès depuis maintenant quelques années à l'ensemble de ces manuscrits, on peut voir que la pensée de Marx, notamment ses analyses du capitalisme, n'étaient pas des analyses figées. S'il n'a pas fini le Capital, c'est pas que pour des questions de temps, c'est pas parce qu'il n'a pas eu le temps d'achever son analyse, c'est aussi parce que il était toujours attentif aux nouveaux phénomènes, hein, aux nouvelles crises, à ce qui se passait par exemple du côté de la finance, à ce qui se passait du côté du capitalisme états-unien. Il était très attentif à tout cela, et ça le faisait à chaque fois revenir un petit peu sur ce qu'il avait déjà écrit, et donc il était sans cesse en train de réélaborer sa théorie, et on voit bien, quand on regarde aujourd'hui ces manuscrits-là, qu'on a affaire à des textes qui sont d'une grande richesse et d'une grande complexité. Alors, ce qu'il y a d'intéressant également dans cette période-là, c'est qu'à partir du milieu des années 1860, se produit une sorte de retour de la question politique et de la question révolutionnaire, parce que va être fondée à Londres, 1864, l'Association internationale des travailleurs. Et Marx va participer, alors l'Association internationale des travailleurs, c'est ce qu'on appelle première internationale, vous savez qu'il y en aura d'autres, la première internationale, donc première tentative d'unification à relativement grande échelle du mouvement ouvrier, au moins européen, et un peu même américain, à travers une structure commune. Et Marx va participer à la fondation de cette association. Il va être membre de son conseil général et il va jouer un rôle d'animation et un rôle théorique extrêmement important dans cette association. Et c'est à travers notamment son rôle dans cette association, les textes qu'il publiera par exemple en 1871 à la suite de la Commune de Paris, que Marx va commencer à devenir un peu célèbre en Europe, hein, parce qu'avant il ne l'était pas tant que ça. Je disais, le manifeste du Parti communiste était passé relativement inaperçu. C'est à partir surtout des textes qu'il va rédiger au nom de l'Association internationale des travailleurs sur la Commune de Paris, qui va devenir un petit peu la bête noire, ou le spectre rouge qui fait peur à l'Europe. Dans le même temps, d'ailleurs, un petit peu plus tard, au milieu des années 1870, en Allemagne, commence à se constituer un puissant mouvement social-démocrate. Social-démocrate, c'est au sens historique du terme, hein, parce que vous savez qu'au XIXe siècle, grosso modo, il n'y a pas de vraie différence entre social-démocrate, communiste, c'est des termes qui sont un peu socialistes, c'est des termes qui sont un peu synonymes. C'est à partir de la Première Guerre mondiale que les termes vont prendre des significations distinctes. Il y a un puissant mouvement qui se met en place, et Marx et Engels vont être très attentifs à ce qui se passe en Allemagne, parce que en Allemagne, à la fin du XIXe siècle, va se constituer le premier, disons le plus grand parti socialiste de l'époque, et le premier parti de masse au sens moderne du terme. Et ça va beaucoup intéresser Marx et Engels. Alors, je vois que j'ai déjà parlé un certain temps sur la biographie. J'aboutis maintenant, puisque je suis arrivé aux années 1870, donc Marx meurt en 1883, et je voudrais quand même aboutir, à partir de ce que j'ai dit sur l'aspect biographique, sur quelques pistes peut-être ensuite pour la discussion ensemble, hein, parce que ça fait presque une heure que je parle. Je pense que vous avez aussi des choses à dire. Et je pense qu'il me semble qu'il y a quelques éléments comme ça
que j'ai effleuré d'une certaine manière à travers son parcours biographique, intellectuel, militant, qui me paraissent être susceptibles d'être réinvestis pour une lecture contemporaine et réinterrogés pour aujourd'hui. Alors j'avais évoqué par exemple, à partir du manifeste du Parti communiste, la question de la lutte des classes, et donc la question de la définition même de ce qu'est une classe. C'est une question tout à fait centrale parce que c'est la question au fond du sujet révolutionnaire qui est susceptible justement de jouer un rôle dans l'histoire. Et évidemment, la manière dont on va comprendre ce qu'est une classe, et ce qu'est en particulier cette classe révolutionnaire dont parle Marx, qui est le prolétariat, ça va jouer un rôle tout à fait central, parce que, au fond, l'un des reproches qui est souvent adressé à l'actualité de Marx, c'est l'idée que le prolétariat aurait déserté la scène de l'histoire, qu'il n'y aurait plus de prolétariat, ou qu'il serait en train de devenir très marginal, parce qu'il n'y aurait plus de classe ouvrière, en tout cas en France, il n'y aurait plus de classe ouvrière. La classe ouvrière serait en train de se fragmenter, serait remplacée par soit une très large classe moyenne, soit d'un autre côté un ensemble de précaires de toutes sortes qui ne formeraient pas justement une classe comme pouvait l'être la classe ouvrière ou le prolétariat. Alors, déjà, il y a une question à mon avis, une question de terme à élucider un petit peu. Je disais tout à l'heure que classe, il fallait le comprendre évidemment dans une dimension dynamique et dans une dimension d'antagonisme propre au rapport de production, pas simplement de manière purement descriptive, comme, je ne sais pas moi, les catégories socio-professionnelles de l'INSEE. C'est pas de catégories de ce type-là qu'il s'agit, de niveau de revenu ou de style de vie. C'est une position antagoniste à l'intérieur des rapports de production. Et au fond, lorsque Marx définit ce qu'est le prolétariat ou la classe ouvrière, il ne pense pas ou il ne désigne pas de manière spécifique ou exclusive les ouvriers de l'industrie. Ce qui intéresse Marx là-dedans, c'est le rapport salarial. Le rapport salarial est ce qui constitue finalement l'unité de ce qu'est le prolétariat. C'est parce que le salariat est un rapport de subordination à l'intérieur de la structure de la production, où une partie de la population est contrainte de vendre sa force de travail à une autre partie de la population plus petite qui possède des moyens de production. C'est à partir de cette définition-là que Marx va comprendre ce qu'est le prolétariat ou la classe ouvrière. D'ailleurs, le mot classe ouvrière lui-même peut être un peu trompeur. Et même si vous le prenez en allemand, die Arbeiterklasse, c'est la classe des travailleurs. Il n'y a pas de référence spécifique à la question de la production industrielle, par exemple. C'est intéressant de le signaler d'une certaine manière. Alors évidemment, c'est sûr que au 19e et en toute une partie du 20e siècle, la constitution du salariat a été liée très fortement à la constitution de l'industrie. C'est un fait historique. Et au fait qu'en plus, le salariat s'est constitué de manière assez homogène autour de grands centres de production. Donc il y a un certain lien, évidemment, entre les deux. Mais je pense que ça ne suffit pas à définir ce qu'est une classe et à définir ce qu'est le sujet révolutionnaire de notre temps. Je pense que c'est un débat peut-être qu'on peut avoir, mais qui me paraît... je pense que le retour à Marx de ce point de vue-là peut éviter un certain nombre d'écueils dans la définition du sujet révolutionnaire que l'on recherche. Alors, deuxième chose, je voudrais évoquer un autre aspect intéressant qui est, je pense, la question de la stratégie révolutionnaire. Parce que, au fond, la conception même du
communisme qui est développé par Marx, et dans plusieurs textes que j'ai évoqués, dans l'idéologie allemande, mais aussi dans des textes que Marx a pu développer à l'intérieur de cette association internationale des travailleurs dont je parlais. C'est une conception du communisme qui, comme il le dit dans l'idéologie allemande, n'est pas assimilable à un idéal ou à un état qu'il faudrait instaurer, mais à un mouvement effectif qui bat en brèche l'état de choses existant. Et ça, c'est intéressant pour comprendre peut-être les conquêtes, la conception que Marx peut se faire des conquêtes communistes. Ça, je pense que c'est un élément important de la stratégie révolutionnaire. Je prends un exemple. On dit parfois, à tort, que Marx était très méfiant à l'égard du mouvement des coopératives. On dit que bon, Marx était un partisan de la planification d'en haut, en quelque sorte, et puis que tout ce qui était du côté des coopératives, ça n'aurait pas intéressé. Ça, c'est faux. Et il y a par exemple un texte intéressant qui est l'adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs, donc il rédige en 1864, au moment de la fondation de cette association, dans lequel il examine et il met en évidence deux conquêtes importantes de la classe ouvrière dans la période qui lui est contemporaine, cette période des années 1850-1860. Et il dit qu'il y a deux conquêtes qui ne sont pas simplement des compensations accordées par le patronat, mais qui sont des vraies victoires de principe, il utilise ce terme-là, victoire de principe. Il dit c'est d'une part la réduction du temps de travail, et d'autre part le développement des coopératives. Et il dit le développement des coopératives, c'est une victoire de principe de la classe ouvrière, c'est une conquête communiste d'une certaine manière, pas parce que ça bat en brèche l'économie politique du patronat. Ça montre que la classe ouvrière est capable de produire elle-même sans la classe capitaliste, d'une certaine manière. Et il dit à une grande échelle, c'est tout à fait envisageable. Alors il dit évidemment, il faut soutenir le mouvement coopératif. Ça ne suffira pas de laisser les coopératives faire leurs affaires dans leur coin. Il faudra soutenir tout ça par un mouvement qui est un mouvement d'ampleur nationale, mais ce sont des points d'appui, des conquêtes réelles sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc ça aussi, ça me paraît être des choses intéressantes à mettre en avant dans une lecture renouvelée de Marx. Je cite peut-être encore une troisième chose, puis on pourra... ensuite, je m'arrêterai là, parce que là, ça fait une bonne heure. Je disais qu'il y a des textes intéressants qu'on a pu mettre en évidence en regardant tous les manuscrits que Marx a pu écrire à l'occasion de son travail de rédaction autour de ce qui va donner le Capital. Et il y a un certain nombre de chercheurs qui ont mis en évidence ces dernières années que parmi les préoccupations de Marx dans ces années-là, notamment autour des années 1850-1860, il y a la question de l'interaction entre l'être humain et la nature. Et c'est ce qui a permis, notamment à travers un concept qui est celui de métabolisme entre l'être humain et la nature. C'est ce qui a permis à un certain nombre de chercheurs de mettre en évidence une préoccupation, qu'on pourrait dire presque écologiste, de Marx. Alors le terme évidemment est un peu anachronique, c'est pas un terme que Marx utilise lui-même, mais en tout cas il y a cette préoccupation et qui ne relève pas simplement de quelque chose de purement marginal ou de formule générale. Alors effectivement, il y a quelques formules, l'idée que le capital épuise deux choses, la terre et le travailleur, mais il y a aussi un intérêt très concret, par exemple, pour
parce que Marx est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au développement des sciences et des techniques, pour les nouvelles techniques de la chimie agricole. Et il s'intéresse par exemple aux travaux de Justus von Liebig, qui a mis en évidence l'effet des techniques de la chimie agricole sur l'épuisement des sols, par exemple. Et il essaye d'intégrer ça à son analyse du mode de production capitaliste. Même chose sur la question, par exemple, de la déforestation. Donc, qui sont des questions très concrètes, finalement. Et ce qui me paraît intéressant dans cette préoccupation, si on veut, écologique de Marx, c'est que c'est d'emblée, donc très tôt finalement, au milieu du XIXe siècle, une préoccupation qui est liée aux questions, qui lie la question écologique et la question de la sortie du capitalisme. Et ces deux questions-là, elles ne sont jamais appréhendées de manière coupée, l'une de l'autre. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant et qui permet de battre en brèche aussi une image d'un Marx, on va dire, productiviste, qui ne s'intéresserait qu'au développement illimité des forces productives, qui serait favorable à un développement industriel sans limite, sans se préoccuper des questions écologiques. C'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Bien, je vais peut-être m'arrêter là pour le moment, et puis pour laisser un peu la place à la discussion. J'ai lancé comme ça quelques éléments, mais vous aurez peut-être d'autres choses. En France la semaine dernière. Cette semaine, c'est le 18 Brumaire de Louis Bonaparte dont Jean vient de parler. La semaine prochaine, ce sera la guerre civile en France, qui est donc ces écrits de 1971. C'est ça, sur la guerre de Paris. Voilà, et dont la présentation a été confiée à Jean Quétier. Voilà. Pas mal de choses à mon avis extrêmement intéressantes sur ce dynamisme de la pensée de Marx, cette idée que le capital finalement n'est pas inachevé que parce que le temps a aussi fait son œuvre, mais parce que c'était peut-être une œuvre inachevable, parce que tant que le capitalisme existe, on pourra écrire des chapitres nouveaux du Capital. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu, j'aime bien cette idée. À vous d'apporter maintenant vos questions, votre pierre, votre propre lecture de Marx, et Jean est là pour dialoguer avec vous et vous répondre si vous avez des questions. Parmi les critiques qui ont été formulées plus à l'égard du marxisme qu'à l'égard peut-être des textes de Marx, mais tu pourras peut-être nous éclairer. Il y en a une qui porte sur un caractère qu'on pourrait qualifier de déterministe de l'histoire. Comme si l'histoire avançait comme cela, par étapes, et devait donc nous conduire à cette étape du communisme comme une sorte d'étape nécessaire, objectivement nécessaire. Alors, est-ce qu'on peut, dans la lecture qu'on peut faire des textes de Marx lui-même, battre en brèche cette conception, ou est-ce qu'il y a effectivement chez Marx un Roland de positivisme, on pourrait dire, dans sa conception de l'histoire? Comment tu peux nous voir cela? Alors ça, c'est une question qui est très débattue, la question du déterminisme de Marx. Bon, on peut reconnaître d'une certaine manière qu'il y a des formules de Marx qui vont un peu dans ce sens. Il y a des formules sur l'idée de loi, vraiment de loi de l'histoire, avec même la thématique de la succession des modes de production esclavagiste, mode de production féodale, mode de production capitaliste, etc. Il y a un petit peu... on n'entendait plus. D'accord. Il y a des éléments qui peuvent laisser penser ça. C'est exact. Et ça a été très utilisé, très repris par une certaine lecture marxiste, effectivement,
notamment au sein de la deuxième internationale, donc l'internationale socialiste, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est quelque chose qui est qui a été repris notamment un petit peu par quelqu'un comme Karl Kautsky, qui était l'un des papes du marxisme de la deuxième internationale, d'une certaine manière, un dirigeant de la social-démocratie. Cette idée que le capitalisme pourrait s'effondrer aussi sous le poids de ses propres contradictions, puisqu'il y aurait une détermination très très forte. Alors, il faut dire qu'il y a des travaux qui ont été menés, et je pense notamment à un livre là-dessus, qui a essayé de montrer qu'au-delà de certaines formules un petit peu coupées de leur contexte, on ne pouvait pas parler d'un déterminisme de Marx. Il y a un très beau livre de Michel Vadet qui s'appelait Marx, penseur du possible, qui a essayé de montrer qu'on pouvait parler d'un causalisme, mais pas d'un déterminisme. En tout cas, pas d'un déterminisme au sens laplacien. Ça, c'est le déterminisme laplacien au sens de ce qu'on appelle le démon de Laplace, c'est-à-dire que si on était capable de remonter la chaîne de la causalité suffisamment loin, on pourrait voir l'ensemble des phénomènes du début à la fin. Vadé a montré que ça ne fonctionne pas. Alors il le relie à différentes analyses, c'est un très gros bouquin, donc c'est un peu long à expliquer, mais notamment par la pluralité des chaînes causales qui font qu'on ne peut pas remonter à une source unique. Et alors il essaye au contraire de faire de Marx un penseur de la liberté en l'ancrant notamment dans sa lecture d'Aristote et d'Épicure. Mais bon, je ne développe pas trop là-dessus, je voudrais juste développer sur un aspect, donner un exemple pour comprendre un peu peut-être en quoi cette question est pas simplement centrale d'un point de vue philosophique, mais pourquoi c'est aussi une question, je dirais une question politique importante, à partir d'un exemple, qui est la question finalement de la succession des modes de production. Il y a un débat auquel Marx va être confronté à la fin de sa vie, début des années 1880, et qui est la question suivante, c'est qu'il y a un mouvement socialiste qui commence à se développer en Russie. Alors il y a des militants qui interrogent Marx, parce que la Russie est un pays aux structures encore très largement féodales. Et il y a une militante qui s'appelle Vera Zasulich qui écrit une lettre à Marx en lui demandant mais le problème de ce schéma, on va dire, très déterministe de la succession des modes de production qui fait qu'il faudrait d'abord passer par du féodalisme au capitalisme pour ensuite pouvoir passer du capitalisme au communisme. Pour nous, militants socialistes en Russie, ça nous pose une difficulté qui est que nous sommes encore dans une structure qui est une structure féodale, et la question qui se pose à nous, c'est quelle est notre tâche prioritaire? Est-ce qu'on doit d'abord se battre pour l'institution du capitalisme en Russie, pour pouvoir ensuite... Voilà, alors évidemment, Marx est un peu embêté avec ça, et on sait d'ailleurs qu'il est embêté avec ça, parce que la lettre de réponse qu'il fait, on a 3 brouillons différents, parce qu'il dit bon non, je vais lui répondre ça, bon finalement non, je vais répondre autre chose. Donc il n'est pas très sûr de ses positions, mais il s'intéresse à cette question-là, puisqu'il a un intérêt pour la Russie à partir dans ces années-là, à la fin de sa vie. Il apprend d'ailleurs lui-même le russe pour pouvoir lire un petit peu ce qui se fait sur les rapports de production en Russie, et il identifie l'existence d'une structure, on pourrait dire de communisme un peu primitif en Russie, ce qu'on appelle la commune russe, le Mir en russe, et alors ce qui est une vieille structure agraire de communauté de la terre, et il dit peut-être qu'on pourrait, à partir de ça, envisager une voie alternative, finalement, au passage par le capitalisme,
Mais il dit, alors il faudrait l'envisager en lien avec un développement révolutionnaire en Europe occidentale. Donc par exemple, là on le voit très concrètement, envisager non pas une seule voie sur un mode déterministe, mais envisager non seulement une pluralité de voies, mais, ce qui va revenir sur cette question-là, dans le dernier texte publié de son vivant, hein, qui est la préface à l'édition russe du manifeste du Parti communiste en 1882, et dans lequel il dit on peut envisager ça, mais il faut pour cela qu'il y ait un développement politique suffisant du côté de l'Europe occidentale pour soutenir ce qui va potentiellement se passer du point de vue de la modification des structures économiques en Russie. Donc non seulement ça c'est une possible voie alternative, mais qui ne se ferait pas toute seule, mais à l'aide précisément d'un développement politique. Donc là, on a un exemple justement du fait que Marx envisage des pluralités de voies possibles et qui n'est pas dans un schéma, on va dire, figé de ce point de vue. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Après sur les approfondissements, il y a des choses à voir du côté du livre de Vadé, qui est un livre assez intéressant, notamment à la fin dans la lecture qui propose d'Épicure, par exemple, hein, avec la question Épicure était un philosophe matérialiste qui a une pensée atomiste, hein, donc il pensait de l'atome, mais il y a un point qui était ajouté par rapport au matérialisme de Démocrite, qui était la question de la déclinaison de l'atome et donc la possibilité de la liberté. Hein, et ça, c'est quelque chose qui l'intéresse. C'était le sujet de thèse de Marx, hein, c'était sa thèse de 1841, c'était sur cette question-là. C'était une revendication d'un matérialisme de la liberté, pas d'un matérialisme entièrement déterministe, justement. Oui, bonjour. J'avais eu, pour en revenir à la définition des classes, j'avais eu une professeure qui nous avait expliqué au collège, qui avait répondu à la question qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire. Et elle avait dit un prolétaire, c'est quelqu'un qui ne dispose pas des moyens de production. Et elle avait cité comme exemple, par exemple, moi, je ne suis pas propriétaire de la craie, je ne suis pas propriétaire du tableau, et pourtant, je travaille, je transforme mon savoir en votre culture, et ça fait de moi une prolétaire. J'avais trouvé ça audacieux à l'époque, et je me demande si ce genre de définition peut être valide. Moi, je pense que cette définition est tout à fait valide. Cette définition est tout à fait valide, parce que c'est, à mon avis, un bon exemple, justement, d'une définition de ce qu'est une classe sociale, pas à partir d'un niveau de revenu ou d'un métier qu'on va exercer, mais à partir d'une position dans les rapports de production. Le fait qu'on soit contraint de vendre sa force de travail, c'est une manière, évidemment, de définir le prolétariat à partir du salariat. Et de ce point de vue, moi, ça me paraît tout à fait juste. Hein. La question, c'est pas parce qu'il y a une production de travail qui va être un travail qui n'est pas une production de biens, mais qui va être de bien au sens d'un bien matériel, que ça n'est pas une production pour autant. C'est ça qui est, à mon avis, un élément intéressant dans cette définition-là. Moi, je pense qu'on peut la reprendre de ce point de vue. Oui. Savoir où vous placez par rapport au prolétariat et comment vous voyez le rapport avec le lumpenprolétariat. Difficile, parce que le concept de lumpenprolétariat, parce qu'il faut peut-être rappeler ce que c'est un concept qui est développé par Marx dans différents textes, notamment dans l'idéologie allemande ou dans un texte comme les luttes de classe en France,
le lumpenprolétariat, ça signifie littéralement le prolétariat en haillons. Ça correspond, chez Marx, à tout ce qui relève de la pègre, si on veut, ou des bas-fonds. Hein. Souvent, le synonyme que Marx en donne, c'est les bas-fonds. Alors, Marx y range les criminels, les petites frappes, tout ça, les prostituées. Enfin, c'est une définition un petit peu compliquée parce que c'est pour Marx donc une catégorie de la population qui n'est pas directement dans la production, hein, puisqu'elle vit en marge de la sphère de la production. Et ce qui est évidemment compliqué, c'est que c'est le stade, en quelque sorte, dans lequel le prolétariat risque toujours de tomber à partir d'un certain niveau de misère sociale, etc. etc. Et ce qui intéresse Marx, c'est le fait que cette partie-là de la population va jouer un rôle réactionnaire. Hein, ça, il dit que, de ce point de vue-là, par exemple, dans l'analyse qu'il donne du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il montre que Louis-Napoléon Bonaparte arrive à agréger autour de lui tout un tas de gens comme ça qui vont l'aider qui vont lui servir un peu d'homme de main, qui vont l'aider dans sa tâche. Alors c'est un concept difficile parce que Marx le définit aussi comme la partie du prolétariat finalement qui a cessé de résister et qui tombe dans une logique purement individuelle. Hein. Ça, il le montre dans différents textes. Et évidemment, la frontière entre prolétariat et lumpenprolétariat n'est pas une frontière figée chez Marx. C'est une frontière qui est poreuse, au sens où les conditions de vie du prolétariat font qu'il risque toujours de tomber du mauvais côté, d'une certaine manière. Mais évidemment, la question, c'est de voir l'articulation entre ce concept et évidemment la constitution du sujet révolutionnaire. Hein, parce que à partir du moment où les individus tombent du côté du lumpenprolétariat, en tant que membre du lumpenprolétariat, comme ils passent sur une logique qui est purement de défense d'intérêts individuels, ils n'entrent pas du côté du mouvement révolutionnaire, et puis c'est même le contraire, puisqu'ils se retrouvent le plus souvent à soutenir la réaction. Donc c'est un concept qui est un concept un peu difficile, mais qui permet aussi d'envisager justement toute cette partie de la population qui se retrouve aux marges, finalement, du monde du travail lui-même, hein, en fait. Hein, donc c'est comme ça, en fait, que Marx conçoit ce concept-là, et l'articulation avec le prolétariat. Je ne sais pas si ça a vraiment répondu... le bon prolétariat. C'est une question difficile, parce que, de toute façon... je ne pense pas que Marx, de toute façon, a l'idée qu'un individu va être nécessairement membre du lumpenprolétariat du début à la fin de sa vie. Hein, puisque comme il y a cette dimension de porosité, quelqu'un qui va passer par une période je sais pas moi, de criminalité ou quoi que ce soit, peut tomber à un moment donné dans sa vie du côté du lumpenprolétariat. Mais en général, je pense pas que sur le fond, la réalité désignée ait beaucoup changé depuis le 19e siècle. Les bas-fonds, ça reste toujours les bas-fonds. C'est-à-dire cette partie de la population qui tombe dans la criminalité, etc., ça c'est pas quelque chose qui a fondamentalement changé. Et la porosité entre prolétariat et lumpenprolétariat, à mon avis, non plus. Mais je pense que ça permet de comprendre un certain nombre de phénomènes
de marginalité, d'une certaine manière. Son approche des coopératives, qui est quelque chose, enfin, que pour ma part je connaissais, et qui bouscule pas mal quand on réfléchit aux travaux de Marx et à son approche militante de la... Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire un parallèle entre son approche des coopératives et conçue telle que tu l'as indiqué? C'est pas du proudonisme, c'est pas du phalanstère, c'est bien une je sais pas si on dit une victoire, une conquête des travailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas le rapprocher de la notion actuelle qui est un peu à la mode, mais que moi je trouve assez séduisante, celle des communs, dans une définition large des communs? Est-ce qu'on ne peut pas, avec cette lecture actuelle de Marx, s'en inspirer pour valoriser ou théoriser, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à théoriser, la question des communs? Ça me paraît pas impossible, si on comprend les communs comme cette sphère un peu qui échappe à la fois au public et au privé, qui est un peu dans une dimension intermédiaire. Oui, ça me paraît possible. Après, moi, la seule éventuellement réserve que j'aurais sur cette catégorie, c'est que souvent elle est un peu difficile à saisir. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que c'est ni du côté de l'État, ni du côté du privé, mais on est en fait la diversité des activités qui sont situées dans cette voie alternative est très grande, et du coup je ne sais pas si ça permet exactement de la même façon d'y voir cette conquête un peu de principe que Marx y voyait. Je pense, à mon avis, on peut le faire très largement, mais à condition peut-être de spécifier un petit peu ce qu'on entend par commun. Alors je sais que dans les différentes théories des communs, il y a des critères qui sont donnés, mais c'est vrai que parfois le concept est un peu dur à attraper, je dirais. C'est la seule chose, parce que entre une petite production d'électricité dans un coin, une épicerie solidaire, enfin je sais pas, il y a plein de choses très différentes en fait derrière ce concept-là. Donc il faut peut-être un peu spécifier les choses, mais bon, je pense qu'en tout cas il y a de toute façon des éléments intéressants à chercher de ce côté-là. Pierre Serra, je voulais poser une question sur le fait que beaucoup de personnes disent que Marx a sous-estimé dans ses analyses la capacité du capitalisme à survivre aux crises qu'il provoque lui-même, qu'il porte par nature en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui vis-à-vis de ça? Elle est contenue dans différents textes qu'il n'a pas publiés pour la plupart de son vivant, parce qu'il était sans cesse en recherche de réélaboration de sa propre théorie. Je prends un exemple célèbre. On dit souvent que la théorie des crises de Marx, pas qu'elle se résume, enfin elle peut être synthétisée en une formule, l'idée de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Bon, ça c'est sauf que le problème, c'est que Marx envisage, et ça on le voit justement en regardant tous ces manuscrits, c'est une possibilité, mais il en envisage d'autres. Il est très attentif au bouleversement du capitalisme au rôle par exemple que peut jouer la finance, au rôle que peut jouer le crédit. Ça c'est des questions qu'il commence à avoir au XIXe siècle. C'est pas quelque chose qui est complètement
qui serait un phénomène purement du XXe siècle, voire de la fin du XXe siècle. Hein. La dimension financière du capitalisme, par exemple, c'est quelque chose que Marx commence à analyser, hein, avec des concepts intéressants hein, qu'il développe à ce sujet-là, hein, comme celui de capital fictif, par exemple. Enfin, il y a des choses de ce côté-là. Mais, comment dire, lorsque Marx a cru un certain temps hein, qu'il allait vivre la crise, voilà, par exemple, à la fin des années 1850, il y a une crise autour de 1857. Il y a quelques textes écrits rapidement, des textes dans sa correspondance, par exemple, où il dit ça y est, c'est bon, le capitalisme c'est pour maintenant, ça y est, voilà. Et après, il est revenu là-dessus, il a retravaillé, il a revu. Donc, je ne sais pas si Marx a sous-estimé les choses. Alors peut-être qu'au début, de ses travaux, encore peut-être dans les années 1850, il a pensé qu'il y aurait vraiment une imminence de l'effondrement du capitalisme. Mais dans ses travaux ultérieurs, et encore une fois, je pense que c'est pour ça que peut-être que c'était juste de dire que le capital était inachevable d'une certaine manière. Il analysait non seulement tout un tas de tendances, et des tendances à la crise, hein, parce qu'il y a des contradictions, ça c'est clair, du côté du capitalisme, mais aussi tout un tas de contre-tendances qui font que le capitalisme trouve des voies alternatives ou que ça débouche sur d'autres formes de capitalisme. Donc, en tout cas, moi, je ne parlerai pas de sous-estimation. Je dirais qu'il y a des analyses plurielles des crises du capitalisme chez Marx et qui ne sont pas que des crises, des analyses des crises définitives d'ailleurs. Hein. Il y a des crises périodiques, des crises de toutes sortes, hein, mais pas forcément la crise finale du capitalisme. Et par ailleurs, et ça rejoint peut-être la question du déterminisme qui était posée au début, Marx n'a jamais envisagé que le capitalisme s'effondrerait par une crise tout seul, par l'effet de loi de l'économie qui le pousserait à son propre terme, encore une fois, et qui ferait qu'il s'effondrerait sous le poids de ses propres contradictions. Il a toujours pensé ça dans l'articulation avec des luttes politiques, avec un certain nombre de mouvements qui pourraient le battre en brèche, mais c'est pas deux couloirs séparés, hein, d'une certaine manière. On veut. Il n'y a pas de censure. Hein. Alors moi, mon intervention, je vais te donner mon appréciation de vue d'en bas. D'accord? Vue d'en bas. Pour moi, il y a trois façons de rencontrer Marx. Toi, tu décides de monter à l'assaut de Marx, celui que tu ranges dans la bibliothèque, tu sais, que tu dépoussières de temps en temps, ou de temps à autre. Parfois en espérant trouver une réponse. Ce qui a fait dire à mon camarade, c'est au Capital, je pense, les bouquins du Capital, à mon camarade Serge, qui m'a dit qu'il y a un point commun avec Aragon, ce qui m'a rafistolé, c'est que vous n'avez pas lu le Capital. Ça m'a fait du bien. La deuxième, c'est que Marx vienne à ta rencontre. C'est celui que tu côtoies dans le monde du travail. Dans les deux cas, tu dois t'y confronter jamais seul. Ceux qui l'ont fait, je les vénère. Car le marxisme, il faut le travailler, le partager, l'actualiser. Le matérialiser en un mot, il faut le faire vivre. Le marxisme n'a pas pour vocation, c'est mon sentiment, hein, que je donne. Le marxisme n'a pas pour vocation à rester une pensée. Sinon, en parler devient vite un verbiage. Faire en sorte que les principes, je n'ai pas dit le marxisme, mais que les principes marxistes deviennent l'ADN de ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Je peux continuer ?
Ah, mais ce sera peut-être. Comment? Ah, j'arrête si vous voulez. Alors chacun voit Marx comme il veut bien. Hein. Parmi le démontage du capitalisme, il nous a appris et démontré que la force de travail avait la capacité de produire plus de richesses que celle qu'elle avait besoin pour se reconstituer. D'accord? La question qui vient à l'esprit, c'est que fait-on de ce surplus de richesses créées? Doit-on la privatiser? Doit-on la socialiser? Pour ma part, je souhaiterais qu'on aide le capitalisme dans sa contradiction. Il faut l'aider, le capital, parce que ça ne sortira pas. Contradiction qui consiste à mettre à genoux, sinon de la détruire à la force de travail. Alors que c'est elle qui lui amène les richesses, qui l'accapare. Et on n'arrête pas, c'est à l'ordre du jour. Hein. Coût du travail, coût du travail, coût du travail. Alors moi je propose de placer la force de travail à sa vraie place, au centre de la création de richesses, mais aussi au centre de la gestion de ces richesses. Pouvoir dans l'entreprise, mais aussi pouvoir dans la société. C'est mon marxisme d'aujourd'hui. Alors, une autre chose, et puis j'arrête, mais je ne suis pas loin. Puisque personne n'a rien fait, je ne sais pas, je dis. Des fois, on est sur du marxisme à côté et on ne le sait pas. Et je vais le démontrer. Il se dit que la Sécu est un système communiste. Si ce n'est pas du communisme, ça lui ressemble étrangement. Et ça, c'est à côté de nous, hein. C'est pas l'avenir, c'est présent. Si j'en suis. Mais quand tu poses la question, pourquoi c'est du communisme? Alors on te répond, c'est solidarité, système basé sur l'humanisme, mise en commun. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, la Sécu est un droit. Et là, je suis solidaire des camarades en 1945 qui ont créé la Sécu, qui ont dit, voilà, il y a une part de la richesse qui est créée, qui est socialisée. C'est ça la Sécu. Deuxième aspect, c'est que la gestion vous est confiée. C'est-à-dire que c'est les travailleurs eux-mêmes qui géraient la Sécu. Donc pour moi, si ce n'est pas du communisme, je ne sais pas. Voilà. Alors je vais te faire une citation, je vais aller rien voir si tu le dis. Parce que là maintenant, qu'on revoit Marx, ça me rassure. Parce que on a délaissé Marx, hein, on l'a laissé, sûrement pour pouvoir, alors là je vais fort, côtoyer le réformisme. Parce que c'est vrai que le marxisme, le réformisme, parce que c'est vrai que le marxisme est l'antidote du réformisme. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, alors surgit maintenant le fameux populisme. Et Marx, justement, alors il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si vous le connaîtrez, ce concept a pour ambition, en parlant du populisme, de proposer une alternative aux théories libérales de la troisième voie, mais aussi du marxisme. Qui c'est qui a dit ça? Je ne sais pas. Chantal Mouffe. Non, c'est toi. C'est moi. Si tu ne te reconnais pas, il y a un problème. Mais c'était moi citant Chantal. Moi, ça me convient, ça. Même si tu ne cites pas Mouffe, moi, ça me convient. Puis Ayot a dit occulter la lutte des classes permet aux populistes de gommer le clivage gauche-droite et d'associer ainsi les idées de valeurs réactionnaires et progressistes. Ça, c'est Alain Ayot qui a dit ça. Voilà. Et puis, il y en a un qui a dit, je ne vous dirai pas qui c'est celui-là. Ayot, oui. Alain. Ayot, pardon. Ayot. Quand on porte, alors moi, il y a une autre citation, et puis j'arrête. Quand on porte les solutions humanistes et sociales, et alors je répète, des solutions humanistes et sociales, sans les accompagner de solutions anticapitalistes, tu pratiques le populisme.
Ça ne cherchez pas, c'est moi qui l'ai dit. On va pouvoir répondre à tout, mais je vais essayer quand même. D'abord sur le fait que le marxisme n'est pas qu'une pensée et qu'il faut le faire vivre, alors ça je suis entièrement d'accord. À mon avis ça suppose deux choses. Ça suppose déjà de considérer le marxisme comme quelque chose auquel on peut se référer, parce que c'est un terme qui est contesté parce que on l'assimile souvent à une manière un peu dogmatique d'aborder la pensée de Marx, une forme de dogme, comme une forme de dogme figé. Moi, c'est pas ma conception du marxisme. Pour moi, le marxisme, c'est quelque chose de vivant. Ça veut dire qu'on peut partir des analyses de Marx pour aller plus loin avec elles, pour les développer, en considérant que ce sont des analyses qui ont une dimension une dimension problématique, qui n'ont pas des réponses arrêtées sur toutes les questions. Hein, moi, c'est un peu la manière dont je le vois. Donc, faire vivre le marxisme, ça veut dire aussi s'imprégner de ce que le marxisme peut, de ce que la pensée de Marx peut nous donner pour analyser le présent. Hein. Ça ne veut pas dire essayer d'appliquer des schémas de manière mécanique. Mais je pense qu'il y a une autre dimension. Il y a l'idée que le marxisme n'est pas qu'une pensée et qu'il ne peut avoir d'effet dans le réel, hein, devenir une force matérielle, hein, comme Marx disait ça, hein, que lorsqu'elle s'empare des masses, une théorie devient une force matérielle. À mon avis, il y a besoin de créer des lieux et des modes de diffusion de cette pensée. C'est-à-dire que ce que tu disais sur... il y a le marxisme qu'on peut, je dirais, amener de haut en bas des livres et le rediffuser, puis il y aurait un marxisme qu'on vivrait d'abord par son expérience du travail par lequel on irait un peu de bas en haut, si je reprends ton schéma. Je pense qu'il faut trouver un moyen de combiner un peu les deux approches. Hein, et c'est pour ça que la question de la diffusion de la pensée de Marx, c'est une question majeure. C'est-à-dire que c'est une diffusion, à mon avis, qui ne peut pas se faire simplement comme on professerait un cours, hein, mais qui peut se faire que par une appropriation active par toutes les personnes qui sont intéressées par cet enjeu-là. Et je pense qu'il faut créer des lieux, des initiatives du type de celle de ce soir pour avoir l'occasion de faire du marxisme une pensée vivante en ce sens-là aussi, c'est-à-dire une pensée qui est appropriée par le plus grand nombre. Et ça, je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener à tous les niveaux, hein, sur la question de la diffusion et de l'appropriation de la pensée de Marx par le plus grand nombre. Parce que si on prend, grosso modo, le retour de Marx depuis la crise de 2008, on s'aperçoit que c'est vivace dans les universités, mais ça peine encore un peu à connaître une diffusion plus massive. Donc je pense que là, il faut qu'on travaille un peu dans cette direction-là. Bon, sur la question de la Sécu, moi je suis assez d'accord, hein, avec cette idée-là, cette manière de le présenter. Hein. Après, j'aurais simplement peut-être une nuance sur cette question du réformisme, parce que je ne crois pas que le terme de réformisme aujourd'hui soit un terme qui clarifie les choses. À mon avis, la question de l'alternative entre réforme et révolution, il faut voir qu'à l'intérieur même du marxisme, c'est pas du tout quelque chose d'évident, et depuis longtemps. Si on prend le débat entre Jaurès et Gued en 1900, c'est déjà pas évident, cette question-là.
Et l'idée qu'il y aurait d'un côté la voie purement révolutionnaire, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le réformisme et la voie révolutionnaire? Est-ce qu'on veut dire que la voie révolutionnaire, c'est prendre le pouvoir par un coup d'État et instaurer tout de suite le communisme tout de suite? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et la voie réformiste, ça serait quoi? Ça serait imposer graduellement des réformes. C'est compliqué. Dès le départ, ça a été une question débattue sur le sens même de ce qu'on appelle la révolution, sur la place que des réformes peuvent occuper dans le processus révolutionnaire. C'est pour ça que le thème, par exemple, du réformisme révolutionnaire qui s'est constitué autour de la pensée de Jaurès, par exemple, moi, c'est pas quelque chose que je rejette personnellement. Et tout ce qui a été fait du côté, par exemple, de Gramsci pour essayer de penser une voie révolutionnaire, et dans certains textes de Lénine même, c'est présent, cette idée de révolution pacifique, par exemple. C'est des thèmes qui sont présents et auxquels il faut, à mon avis, accorder de l'importance. Sauf à penser que la voie révolutionnaire à suivre pour la France d'aujourd'hui, c'est la prise du pouvoir par les armes, ce qui n'est pas ma position. C'est une position c'est une position possible, c'est pas la mienne, mais c'est possible. Sinon, je pense qu'en tout cas, on ne peut pas opposer aujourd'hui de manière abstraite, sauf évidemment si on pense que réformisme, ça veut dire le contraire de réformisme, ça veut dire en fait néolibéral. Si on prend réformisme au sens de faire des réformes, et pas des réformes comme Macron fait des réformes, moi je pense qu'on peut tout à fait le penser dans une articulation avec la voie révolutionnaire. C'est-à-dire la voie révolutionnaire, ça veut dire battre en brèche les logiques qui sont les logiques du capital et imposer précisément, comme tu le disais à propos de la sécurité sociale. C'est quoi la sécurité sociale? C'est sinon une réforme révolutionnaire, à mon avis. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut, si on veut, à mon avis, être crédible et compréhensible sur ce qu'on entend par révolution aujourd'hui, il faut le penser en lien avec la question de la réforme et pas l'opposer abstraitement à réformisme. C'est tout simplement mais je pense il n'y a pas de désaccord de fond, c'est un désaccord c'est une question de formulation, mais je pense que c'est important d'évoquer cette question-là. J'ai une toute petite intervention, puis on en terminera là, je pense, Monique. Tu as parlé, on t'a posé des questions sur les prolétaires, enfin la classe prolétaire, et moi je m'interroge maintenant sur la classe dominante. C'est aussi une catégorie chez Marx, un concept chez Marx, voilà. Si tu peux nous éclairer. Je veux dire, on a parlé de la classe prolétaire, on a posé une question sur la classe prolétaire, et donc moi je m'interroge sur la classe dominante, qui est une catégorie chez Marx aussi. Donc savoir ce que tu en penses maintenant de cette classe dominante, comment tu la vois sur le plan marxiste, qu'est-ce que Marx en dirait actuellement de la classe dominante? Alors, que je comprenne, c'est une question sur la définition. La définition en fait, de la classe dominante, voilà, c'est ça. Ouais, comment on peut la concevoir maintenant, cette classe dominante? Alors, effectivement, la question de la définition de la classe dominante, comme c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure à propos de ce qu'est le prolétariat, c'est qu'on ne peut pas penser une classe sans la relier au rapport d'exploitation qu'elle entretient avec les autres classes. Et donc, de ce point de vue-là, le concept de classe dominante est toujours relationnel. Il se comprend pas simplement parce que c'est toujours la tentation, à partir du moment où on pointe, je sais pas moi, de manière un peu abstraite, les riches, on ne sait pas très bien où ça commence, où ça finit. Et à mon avis, pour clarifier les choses, la question de la classe dominante, elle ne peut se penser qu'à partir précisément de la question de la propriété des moyens de production et du rapport d'exploitation qui est entraîné par cette question de la propriété des moyens de production, de la propriété privée des moyens de production. Alors, ce qui pose une question, mais qui n'est pas une question nouvelle, parce que bon, quand c'est Bernard Arnault, Mullier et Bolloré, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la classe dominante. Ça, il n'y a pas besoin d'en discuter des heures. Évidemment, la difficulté, c'est
que si on prend la question du rapport, on va dire, patron-salarié, on a deux problèmes. On a on va dire, les petits entrepreneurs, d'une part, et on a toute cette nouvelle catégorie, là, qu'on essaie de nous vendre, qui est la question des auto-entrepreneurs. Voilà, alors, évidemment, ça pose de difficultés, là. La question des petits entrepreneurs, des petits artisans, commerçants, etc., c'est pas une question nouvelle. C'est une question que Marx avait déjà en tête au XIXe siècle. Et il avait réfléchi à cette question-là en essayant de montrer qu'une alliance de classes était possible sur la base d'une dynamique qui était celle, de toute façon, de l'écrasement des petits entrepreneurs par le capitalisme des monopoles, etc. Donc l'idée qu'il y a un intérêt de long terme, de toute façon, des petits patrons à aller du côté des salariés. Ça, il y a une première chose de ce point de vue-là. Deuxième chose, il y a la question, qui est à mon avis une question difficile, qui est la question de l'illusion finalement des auto-entrepreneurs d'appartenir à la classe dominante ou de se dire que s'ils n'appartiennent pas à la classe dominante aujourd'hui, ils vont pouvoir un jour aussi devenir milliardaires. Il y a cette, en commençant par livrer des pizzas à vélo, il y a cette illusion-là, hein, de l'idée je suis mon propre patron, etc., mais qui n'est compréhensible qu'à partir d'une illusion un peu juridique du rapport d'auto-entrepreneuriat. Hein. En fait, on constate que de toute façon, il y a des liens de subordination avec ces plateformes qui les emploient sous un statut juridique qui fait que ça apparaît comme étant de la prestation de service d'une entreprise à une autre. Sauf que, à quoi ça correspond en réalité? Ça correspond à la situation du travail à la tâche qui était celui d'avant l'institution du contrat de travail. Hein, donc c'est une sorte de retour à une forme de salariat ou de prolétariat qui est, qui est un peu celle du tâcheron d'avant, quoi. Hein. Donc c'est une forme plus précaire encore que celle du contrat de travail un peu régulé, unifié, qui est une institution qui a été elle-même imposée par les luttes, hein, par les luttes ouvrières. Donc là, je pense qu'il y a de toute façon des moyens, à partir d'une analyse, on va dire, marxiste, pour clarifier un petit peu les choses de ce côté-là. Je ne sais pas si ça a répondu de manière satisfaisante à la question. Les auto-entrepreneurs, effectivement, ça attire beaucoup la jeunesse. Ça attire énormément la jeunesse, ce genre de choses, voilà, cette illusion-là, mais enfin, je veux dire, oui, comme ils ne font pas de travail ailleurs... voilà, c'est aussi... Parce que ça, la question du rôle que joue le chômage là-dedans, de toute façon, c'est aussi quelque chose que Marx avait analysé, hein, quand il parlait d'armée industrielle de réserve, hein, pour désigner justement cette partie du prolétariat qui est en situation de chômage, hein, et qui peut toujours être appelée en renfort et qui permet de peser à la baisse sur les conditions les conditions de travail, sur les salaires, etc. C'est quelque chose que Marx avait déjà analysé, hein, sur ces contradictions-là, et c'est ça qui pousse aussi à accepter justement des situations encore plus précaires que celles du salariat institué tel qu'on le connaît. Est-ce que la Commune de Paris doit plus aux idées de Marx qu'à celles de Proudhon? Alors, c'est-à-dire les protagonistes de la Commune de Paris, et là, il n'y a pas ou très peu dedans de gens qui se revendiquent ou qui sont proches des idées de Marx. Il y a Léo Frankel, Laurent Roy, il y a quelques personnes comme ça, de manière isolée, mais pour l'essentiel, les principales figures de la Commune de Paris sont soit des proudhoniens, mais pas que des proudhoniens, il y a aussi plutôt des gens qui sont des blanquistes, c'est-à-dire blanquistes, c'était plutôt
un héritier du bapauvisme, de la partie la plus radicale de la fin de la Révolution française, avec l'idée qu'une petite minorité, enfin, l'idée de société secrète avec une petite minorité qui pourrait un petit peu prendre les choses en main pour imposer une révolution. Alors il y a ces deux franges-là du mouvement ouvrier principalement qui sont représentées au Conseil de la Commune. Néanmoins, en fait, Marx va s'intéresser à ce phénomène, celui de la Commune de Paris, et va y voir quelque chose de tout à fait nouveau sur au moins deux points. D'une part, ce qui intéresse Marx, c'est qu'il voit la Commune de Paris comme le premier gouvernement de la classe ouvrière. Ce qu'il dit, c'est des petits... Alors, c'est la classe ouvrière, là, on voit bien d'ailleurs que ça ne correspond pas simplement aux ouvriers de l'industrie, parce que si vous prenez la Commune de Paris, vous allez voir que vous avez des artisans, des gens comme ça, donc on n'est pas du côté de la classe ouvrière dans l'image qu'on peut en avoir à partir des représentations du XXe siècle. Par ailleurs, ce qui intéresse Marx, c'est aussi la dimension de démocratie directe qui se développe dans la Commune de Paris, notamment le fait que les communards ne se contentent pas de prendre le pouvoir d'État, comme il le dit, pour le faire fonctionner à leur compte, mais qu'ils le transforment d'emblée pour justement lui donner une dimension plus démocratique, avec une démocratie qui n'est pas simplement une démocratie délégataire représentative, mais une démocratie en partie directe. Donc il y a un intérêt de Marx pour la Commune de ce point de vue-là, et il y voit, là encore, il dit, voilà, c'est la Commune de Paris, c'est du communisme d'une certaine manière. De ce point de vue, c'est ce qui se passe au moment de la Commune de Paris. Je ne dirais pas que c'est tout le contraire, mais enfin c'est très différent de ce qui se passe en 1848. Parce que quand il analyse, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, lorsqu'il analyse la stratégie révolutionnaire des démocrates socialistes de 48, il dit ils se sont drapés dans les habits de la Révolution française, ils ont voulu juste refaire la Révolution française, ils se sont pris pour Robespierre, mais ils n'ont pas vu qu'il est en train de se passer quelque chose de nouveau et qu'on était entré dans une nouvelle période, dans une nouvelle ère révolutionnaire, l'ère des révolutions ouvrières, la révolution du prolétariat. Et de ce point de vue-là, il dit, autant la révolution de 1848, elle regardait dans le rétroviseur, elle a essayé de refaire, d'imiter en quelque sorte la Révolution française, autant, à l'inverse, la Commune de Paris, elle annonce les révolutions à venir, et elle montre un peu, je dirais pas la voie à suivre, mais elle donne des pistes pour justement une perspective révolutionnaire nouvelle. Donc je pense qu'il y a ces deux dimensions-là à prendre en compte dans le rapport de Marx à la Commune de Paris. Alors il faut voir aussi que Marx lui-même, entre le début de la Commune et la fin, il a un peu évolué aussi, parce qu'il a d'abord regardé la Commune avec un peu de manière un peu circonspecte. Bon, il s'est dit voilà. Et après, parce qu'il a vu après le phénomène, tout ce qu'impliquait ce phénomène qui était celui de la Commune de Paris. Mais qui apparaît très nettement dans le texte qui s'appelle La guerre civile en France, qui est une adresse du Conseil général de l'Association internationale des travailleurs, qui est publié juste quelques jours après la semaine sanglante, après l'écrasement de la Commune par l'armée versaillaise. Donc il
il le formule de ce point de vue-là très, très nettement. Bien.